Et là, on va commencer votre rencontre. Alors, je vais te mettre là. Ah, d'accord. Et moi, je vais mettre là. Ouais, c'est peut-être un peu fort. Alors, on va commencer notre campagne. Bon, bienvenue à toutes et à tous à la boutique Potemkin. Donc, il y a des visages habitués, donc là, vous me connaissez. Alors, je fais un petit rappel, peut-être pour toi, Emmanuel. La boutique existe depuis quand même pas mal d'années, 18 ans. Depuis une dizaine d'années, on fait des rencontres de manière assez régulière. On profite de sorties DVD, Blu-ray pour voilà, mettre en avant un auteur, un réalisateur. Parfois, on fait venir des critiques, des comédiens. Et puis, l'idée, c'est d'échanger pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. On ne se laisse pas de limite dans le temps, d'échanger autour du film qui est mis en avant, mais aussi autour de la cinéphilie de l'invité, histoire de faire le lien avec la boutique et puis de parler de cinéma. Puis après, il y a la petite dédicace du DVD ou du Blu-ray et la rencontre avec les gens qui sont là. Donc on est très heureux d'avoir ce soir avec nous Emmanuel Mouret. Donc merci de ta venue, Emmanuel. Merci. Et oui, on est là pour la sortie en DVD, en Blu-ray de 3 amis, ton dernier film qui sort chez Pyramide Vidéo. Donc merci à Pyramide pour cette belle édition, comme toujours. Alors avant de parler de 3 amis, j'ai toujours une petite question rituelle sur tes premiers souvenirs de films, de cinéma, première image, ce que j'appelle une sorte de scène primitive comme ça. Ça peut être au cinéma ou à la télé ou voilà. Oui, parce que déjà c'est assez difficile de remonter dans les souvenirs. Moi je suis marseillais, d'une famille qui n'allait jamais au cinéma. Donc je me souviens la première fois que je suis allé au cinéma, c'était pour aller voir Superman. Mais donc c'est plus la télévision. Mes parents n'avaient pas la télévision, enfin étaient un peu contre la télévision. Et donc je regardais plutôt chez mes grands-mères, je regardais des films. Et tout à l'heure en choisissant, je pense, moi comme ça, c'est vraiment peut-être Les Pagnols, parce que c'était une époque où ça passait souvent, il y avait quelque chose d'assez identifiable, Les Pagnols, et tout ce qui est relatif un peu quand même au burlesque, c'est-à-dire évidemment les Chaplin et les Buster Keaton. Dans ce qui me semble m'avoir vraiment marqué dans l'enfance. Oui, parce que c'était amusant, parce que je devais choisir quelques films comme je le demande à tout le monde, et c'était presque difficile de t'arrêter, parce que à chaque fois, je voyais une sorte de gourmandise comme ça, dans l'amour que tu portes au film, et comment un choix en entraînait un autre, et puis il y avait quelque chose comme ça d'assez... Là, c'est vrai qu'il y a quand même... Le choix, c'est quasiment, en effet... non, mais je fais comme je pense la plupart des cinéastes que vous recevez, que tu reçois. Je ne sais plus si tu on se tutoie. On fait des films parce qu'on a aimé voir des films. Et le goût du cinéma est même sans cesse, c'est quelque chose qui continue, ressollicité, revivifié par les films qu'on voit et que l'on aime. Donc, même si le fait de faire des films est une chose excitante en soi, qui peut être aussi parfois un peu... on peut aussi en perdre des forces, parce que parfois ça peut être difficile, mais ce qui, quelque part suscite chaque fois de nouvelles forces, c'est quand même, au fond, les films qu'on aime, et qui nous donnent envie d'essayer, au moins d'arriver à la cheville des cinéastes, ou du plaisir qu'on a eu en regardant ces films. Moi, je t'ai découvert, je me rappelle, c'était quand je travaillais dans un cinéma, et j'avais vu arriver Vénus et Fleurs, comme Calais Beaubourg, et depuis, je te suis régulièrement. Moi, c'est intéressant aussi de voir les premiers films d'un cinéaste. Donc, ça me permet comme ça d'égaler aussi ta filmographie, puis de voir à tout le monde si des films comme ça réémergent. Donc, en 2000, Laissons Lucifer avec Marie Gillin, 2004, Vénus et Fleurs, 2006, Changement d'adresse, 2007, Un baiser s'il vous plaît, 2009, Fais-moi plaisir,
2011, L'art d'aimer, 2012, Une autre vie, 2015, Caprice, 2018, Madame de Jonquière, 2020, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et 2022, Chronique d'une liaison passagère. Donc ça fait, tu dis, long métrage, 12 précisément. Et moi, le souvenir que j'ai aussi dans Vénus et Fleurs, c'est qu'il y avait quelque chose, et une sorte de fraîcheur. Et moi, j'étais dans un moment où je découvrais aussi les films de Rohmer, et comment il y avait quelque chose d'agréable de retrouver aussi cette filiation-là et cette fraîcheur-là. Qu'est-ce qui t'a amené, je sais que tu as fait la Fémis, mais qu'est-ce qui t'a amené à passer derrière la caméra, à vouloir raconter, écrire ces histoires-là? Est-ce qu'il y a eu des films qui t'ont poussé, ou ce thème-là, des traversées amoureuses, Il y a plusieurs choses. Dans le fait de vouloir faire des films, ça c'était une lubie qui a commencé assez jeune. Et déjà dès le lycée, avec les caméscopes et tout ça, je m'amusais avec des camarades à faire des films. Donc je dis que c'est plus une lubie parce que c'était pas une pensée construite, c'était une envie de faire des films. Et je crois que ce qui me plaît dans le cinéma, c'est de travailler avec d'autres personnes, qui est plusieurs, c'est-à-dire le mot qu'utilisent certaines personnes, c'est-à-dire voilà, de travailler avec des talents. Alors, on ne sait pas si on a des talents, mais en tout cas, c'est de travailler avec d'autres et de regarder les autres faire. Je crois qu'au départ, il y a quelque chose dans le plaisir aussi. De mettre en scène, c'est de faire apparaître et de faire des choses avec d'autres personnes, quelqu'un qui va faire la caméra, des comédiens qui vont bouger. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très enfantin au tout départ du désir de cinéma, et quelque chose d'enfantin qui perdure, qui est faire des choses ensemble, et en l'occurrence construire des récits de cinéma. Après, il y avait autre chose dans la question. Mais c'était aussi les thématiques qui ont émergé. C'était quand même... Les thématiques, elles procèdent d'obsession. Je pense qu'il y avait quelque chose déjà dès l'adolescence qui était d'aller au cinéma pour voir comment ça se passe ailleurs, pour voir comment font les autres. Et puis peut-être j'étais un adolescent qui était très intrigué par les choses de l'amour, du désir, du sentiment. Et je pense que c'est quelque chose qui me portait aussi beaucoup vers le cinéma. Et en effet, il y a toute une tradition, et de cinéastes, et de dramaturges, et d'écrivains qui ont quasiment, pendant toute leur existence, parlé que du couple, parce que le couple, c'est du couple ou du triangle, du désir. Quand je parle de couple, c'est du triangle amoureux, ou du désir, ou du sentiment. Parce que à partir de là, on peut parler de tout, et on peut parler du monde entier. De la même façon que, je sais pas, en peinture, avec une nature morte, on peut parler de tout, à partir d'un bouquet de fleurs. Et les grands cinéastes ont cet effet-là. Ça veut dire que leur obsession déborde le sujet même. Et ça devient un sujet de cinéma parce que dans les enjeux de désir, il y a déjà du désir, qui est le propre même de la base du cinéma, les chemins du désir, les obstacles au désir, et ce qui est vraiment presque le côté basique instinct du cinéma. Mais à partir du moment où on s'intéresse au désir, au couple, on s'intéresse aux règles, aux usages, à la morale, au fonctionnement d'une société. Et donc, dans les DVD, il y en a un, on m'a demandé d'assembler comme ça, de Jean-Louis Comolli, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, et qui disait que parce que je disais, mais bon, vos sujets sont véritablement politiques. Il me disait, mais et toi aussi, Manuel. Tu l'avais en prof de. Je l'ai en prof, et puis on a conservé une amitié, tout au long, en tout
jusqu'à après. Et il disait, mais tes films, à partir du moment où, voilà, où il y a deux personnes, il a dit ça il y a très longtemps, mais c'était préfigurateur de problèmes, enfin, ou de questions sociétales qui sont aujourd'hui, mais à partir du moment où il y a deux personnes dans une chambre, il y a déjà de la politique. Voilà. Donc, la politique est partout, elle est partout dès qu'il y a de la relation. Parce qu'il y a dans la relation, déjà la relation à deux, c'est le minimum d'une société. La société, c'est être avec l'autre, c'est le minimum de la relation. Et toutes les questions de considération à l'autre, de rapport à l'autre, se posent à partir du moment où on s'intéresse, ne serait-ce qu'à un autre individu. Alors après, il y a le triangle amoureux qui pose encore d'autres questions. Mais voilà. Mais c'est pour ça que les films, les livres, les pièces de théâtre qui s'intéressent au couple, au désir et tout ça, débordent voilà, de ce qui pourrait s'apparenter juste à un sujet de marivaudage. Voilà. Mais en même temps, c'est aussi faire le choix de parler de gens qui parlent d'amour. C'est-à-dire que on se rend compte que dans tes films ou Danse, ou chez Marivaux, ce sont des gens qui parlent du désir, qui en parlent beaucoup. C'est-à-dire que c'est un cinéma où il y a trop du verbe aussi. Alors oui, oui. Qui le font, mais qui en parlent. Évidemment, mais parce qu'il m'est renvoyé beaucoup de choses par rapport justement à la parole, au dialogue, mais ça, quelque part, même, et en effet, c'est très juste. Qui aiment en parler. C'est très juste de citer Marivaux, ou Laclos, ou Musset, tout ça, mais quand on regarde le cinéma des années 30 américain, dans lequel j'ai presque baigné autant, voire davantage, même davantage, avant ça parle, et les personnages parlent énormément de ce qu'ils ressentent. Parce que le cinéma, on va dire, c'est nourri d'une tradition littéraire et théâtrale. L'homme est un animal parlant dans le sens où il symbolise. Et je ne dis pas qu'on a une prévalence sur les animaux, parce que on ne sait pas. Voilà, mais en tout cas, c'est un fait que l'on se construit par la parole, par le symbole, par le langage. Et en effet, pour moi, il y a quelque chose de profondément cinématographique à la langue, et celui qui a extrêmement bien écrit sur le sujet, c'est évidemment Éric Rohmer, qui a fait des textes vraiment très, très beaux, et de très beaux textes, justement, qui sont liés au cinéma parlant, parce qu'il dit, grosso modo, c'est quand le cinéma devient parlant qu'il se fait muet, dans le sens où le spectateur, où la parole, quelque part, déborde au niveau des interprétations dans le cinéma muet. On est obligé de dire, les choses sont obligées d'être quelque part soit écrites, expliquées, ou là, la parole rend le spectateur ou les autres personnages qui observent dans une position d'enquêteur, c'est-à-dire on va enquêter si ce qui est dit est véritablement vrai ou est véritablement ressenti, et de quelle façon c'est ressenti. Et à partir de ce moment-là, le visage du comédien devient un masque, dans le sens où un écran, parce que j'aime bien ce mot écran, parce que l'écran est quelque chose à la fois qui montre et qui cache. Et le regard du personnage, on va dire, l'œil, devient aussi un écran, quelque chose qui montre et qui cache. Et la parole, en effet, est générateur presque de suspense, où l'enjeu est de savoir est-ce que ce qui est dit est vraiment dit, est vraiment ressenti, est vraiment là. Mais souvent, voilà, bon, là, j'ai des... Ouais, mais c'est pour dire que, voilà, les personnages parlent, mais on parle beaucoup au cinéma, dans tous les films. Non, je disais parle d'amour. Parle d'amour, oui. Et parle d'amour, de désir, et s'interroge très souvent sur leur amour, leur désir. Mais ça, c'est inspiré déjà de cinéastes, comme je citais Rohmer, on pourrait citer Guitry, et on pourrait citer aussi Lubitsch ou
d'autres cinéastes. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose que je répète souvent, mais l'amour, c'est d'abord une idée de l'amour. Je veux dire, l'amour, on est tous d'accord, on parle d'amour, tout le monde comprend, mais comme le disait Saint-Augustin sur le temps, tout le monde sait ce que c'est, mais c'est à partir du moment où il s'agit de l'expliquer ou d'y penser, de trucs, voilà, personne ne sait quoi, parce que et c'est ça qui est passionnant, et c'est pour ça que c'est un sujet depuis fort longtemps. Donc l'amour, on en a des idées, et des idées diverses, et ces idées donnent un corps, une consistance ou pas, où on les éprouve, on les voilà, et il y a quelque chose, on est fait d'idées, ce qu'on éprouve est lié aussi aux idées qu'on a sur les choses. Et je pense, oui, que le cinéma voilà, joue avec ces enjeux-là, ces enjeux d'idées où les personnages épousent des idées. Mais ça me fait penser, alors j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est dans L'Art d'aimer, où il y a ce duo, ce couple, Cluzet et Frédéric Bell, je me trompe, c'est dans L'Art d'aimer. Oui, c'est ça. Et où, pour ceux qui l'ont vu, Frédéric Bell est la voisine de Cluzet, et a envie, et se confie à lui, il lui dit qu'elle a envie d'avoir une relation extra-conjugale, et lui dit je vais vous embrasser, mais non, pas maintenant, mais si vous m'aviez embrassé demain. Où il y a quelque chose, parce que tu parlais du temps, de Saint-Augustin du temps, et il y a quelque chose qui échappe toujours, c'est-à-dire que c'est quelque part jamais le bon moment, et les mots viennent chasser quelque part le désir. Vu que ça a été nommé, tout d'un coup on n'en a plus envie, et on en aurait eu peut-être envie si ça n'avait pas été dit, mais il y a quelque chose, ça me dit un personnage presque insupportable, ultra désirable, mais très insupportable, et en même temps, voilà, il y a toujours quelque chose qui échappe, qui échappe au moment présent. Je trouvais ça intéressant rétrospectivement, même si en le voyant, il y a quelque chose que je trouvais... voilà. Mais non, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a dans le désir plein de, on va dire, de situations scénaristiquement très importantes, parce que son désir, on l'éprouve à l'aune du désir de l'autre, et puis à l'aune de savoir de ce qu'on sait aussi du désir de l'autre, de ce qu'on suppose. Et c'est par le langage qu'on va s'interroger sur son propre désir et interroger le désir de l'autre, mais qui ne peut être dit parce qu'il y a quand même aussi des usages de souci de l'autre, d'attention de l'autre, de considération de l'autre. Et tout ça est une sorte de peut-être de... c'est un vrai spectacle, mais je veux dire, c'est une sorte de, je ne sais pas, de manège, de négociation avec soi, avec l'autre, avec les idées. Enfin, c'est compliqué, c'est très compliqué, et c'est pour ça que c'est très passionnant. Et donc, si tu m'offres une transition parfaite pour arriver à Trois Amis, c'est-à-dire que tu fais intervenir, ou tu mets un peu au cœur de ton film un personnage qui est joué par India Air, et qui est... il y a déjà eu dans tes films précédents la tragédie, mais là, c'est quand même un personnage clé, un peu clé de voûte comme ça, qui est un personnage profondément tragique, et qui a le souci d'être en adéquation avec son sentiment intérieur, avec son fort intérieur, et qui a un souci d'authenticité et de sincérité, et ce qui n'empêche pas qu'elle ait un souci de l'autre. Mais elle va essayer de mettre... Elle va plus être dans ce jeu de l'amour et du hasard, elle va être dans une sorte d'authenticité d'être. C'est peut-être, j'en sais rien, je ne vais pas faire de définition, parce que moi-même, j'essaye de ne pas trop définir mes personnages, mais je pense que oui, elle est dans une certaine forme d'idéalisation personnelle, d'honnêteté. Voilà, c'est pour ça qu'elle a beaucoup de scrupules, c'est pour ça que je la trouve très, très touchante. Après, on peut réinterpréter à foison ses désirs les plus profonds, et qu'on ne nomme pas forcément quand on fait un film. C'est avant tout des situations qui intéressent, parce que je ne voudrais pas être dans une position de quelqu'un qui interprète les personnages. Parfois, c'est les situations on essaye de faire des situations
font résonner beaucoup de choses. Là, ce qui m'intéressait avec India Air, avec le personnage de Joanne, c'est pas quoi, India Air. Qui a vu le film et qui a vu le film? Oui, d'accord. Donc, vous savez de qui on parle. Voilà, qu'on sache. Ce que je trouve intéressant, c'est quelqu'un qui est partagé entre... qui a ce scrupule de malhonnêteté. Elle ne se sent pas aussi amoureuse que l'est son compagnon, et elle se sent face à son amour malhonnête. Parce que son scrupule, c'est d'être très honnête. Après, on peut évidemment l'interroger, et ce qui m'intéressait, c'est cet endroit, c'est à quel moment, et c'est là où intervient dans le sujet, on va dire le désir, le sujet amoureux, les questions morales. Voilà, à quoi est-ce qu'on doit être honnête à des engagements contractés, des engagements passés, ou est-ce qu'on doit être honnête à ce que l'on ressent sur le moment? Et voilà, et ces conflits d'honnêteté, je les sens. Voilà. Alors, quelqu'un qui ne supporte pas le mensonge. C'est quelqu'un qui ne supporte pas le mensonge, mais est-ce qu'elle se ment elle-même? Est-ce que c'est aussi une façon de fuir le couple? Je pense qu'on peut voir le film en se racontant les choses d'une façon aussi différente. Parce que même vis-à-vis de nous-mêmes, c'est difficile d'être honnête. Et puis ce que l'on ressent peut être aussi changeant. Mais ce qui m'intéressait en effet, c'est le premier jet du film, c'est le trajet de ce personnage, et qui est un récit plutôt tragique, parce que quelque part, par honnêteté, elle se sent mal de n'y rien dire, elle dit, et finalement, elle provoque une séparation douloureuse pour l'autre, au point qu'il, indirectement, il y a un accident. Son compagnon oui. a un accident et en meurt. Et donc elle se sent, évidemment, en tout cas, elle se sent, on peut le comprendre, responsable, même indirectement. On le quitte quand même dans une situation de désespoir profond. Quoi, quand même. Et ensuite, on la retrouve quelques temps plus tard, où justement, elle a peur de s'impliquer dans une relation, de peur à nouveau de ne plus se sentir amoureuse et de faire du mal. Mais en ne s'impliquant pas, elle fait aussi du mal. Voilà. Et donc, c'était cette ligne un peu tragique du personnage qui m'intéressait, mais que je trouvais trop tragique. Et mais tu vas peut-être un peu vite là, parce que le personnage, le personnage qui est en face d'elle, qui me prend par la main dès le début, c'est le personnage, c'est un mort, c'est un peu un Sunset Boulevard, quoi. C'est-à-dire qu'on a un peu le personnage, le fantôme du personnage. Au départ, il n'est pas mort. On voit qu'il est mort comme ça. Et il parle à l'imparfait, quoi. Il parle au passé. Oui, mais ça c'est venu après. Donc ça a été les questions qu'on s'est posées avec. Alors parce que est avec nous la personne avec Carmen Leroy avec qui si tu veux intervenir, j'ai développé le scénario. Donc peut-être je vais parler à ta place, mais tu peux intervenir en disant c'est n'importe quoi. Non, j'étais très embêté parce que c'était la première fois que ça arrivait dans les films qu'un personnage meurt, voilà. Mais voilà, l'idée qu'on a eue de le faire revenir était une façon, quelque part, d'apaiser cet aspect tragique. Et donc on trouvait ça assez réjouissant que ça se... Lui, comme en effet dans Boulevard du Crépuscule, ou alors Le ciel peut attendre, tout ça, voilà, que quelqu'un qui soit mort prenne la parole, soit le narrateur. Voilà, soit le narrateur. Et puis on trouvait ça aussi intéressant qu'il lui réapparaisse, comme est-ce que c'est un rêve, on ne sait pas, tout ça, mais est dans une disposition, on va dire, amoureuse complètement différente, parce que comme il le dit, voilà, une fois qu'on est mort, voilà, on a terminé sa psychanalyse et voilà, on arrive à aimer d'une façon beaucoup plus détachée. Et voilà. Alors c'est un choix très optimiste et très apaisé quand même d'une séparation amoureuse ou d'une continuation amoureuse. C'était un choix, on va dire, d'abord, j'allais dire un peu amusé, puis peut-être un peu tendre, un peu ironique d'une certaine manière, et qui se voulait
sorte de contrepoint à l'aspect plus tragique du personnage. Du personnage. Et évidemment, c'est un choix, c'est un pari pascalien en fait. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui plus que m'amuser, vraiment, voilà, c'est une des choses qui me plaît beaucoup aujourd'hui, le film fait. C'est Vincent Macaigne n'a tourné que 5 jours dans ce film, mais il a pour moi une place, oui, ah oui. assez particulière. Et les deux autres récits en parallèle, celui du personnage qu'interprète Sarah Forestier, de Rebecca, et celui d'Alice, voilà. C'est des personnages aussi en contrepoint de personnages qui ont leurs scrupules d'honnêteté. Voilà, c'était différents points de vue d'honnêteté qui m'intéressaient à mettre voilà, en parallèle, en simultané, je sais pas. Mais avant d'aller du côté de la liberté, moi je reviens quand même sur ce point-là, comment dire, du fait d'être inconsolable, de cette rupture, d'être face à quelqu'un qui n'aime plus ou qui n'éprouve plus ce sentiment amoureux. Moi, c'est quand même un point fort du film et une sorte, en plus, bon, j'ai préparé les extraits, mais c'est vrai que c'est une sorte de fin de non-recevoir ou une sorte de constat comme ça que je trouve qui existe, qu'on a pu vivre ou voilà, ou pas, mais qui est très cruel. L'amour est capable de ça aussi, ou le non-amour, ou la fin d'un amour est capable de ça aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'amour, parce que l'amour c'est pas la rencontre amoureuse, de toute façon on est au cinéma, donc les choses ne peuvent pas aller tout bien, mais la séparation est un moment de l'amour qui est intéressant, que je trouve voilà, qui est très très intéressant, puisque il y a une attention, il y a un souci de l'autre, alors d'autant plus pour celui qui se sépare, mais qui est dans cette forme de désamour, il y a un gros travail d'amour qui peut être plus ou moins, mais en tout cas des véritables questions. Et c'est vrai que oui, il y a quelque chose, enfin je vais parler dans ce sens, quelque chose qui se joue là. C'est, je trouve ça très beau, des personnages qui continuent à aimer, mais d'une façon autre, des personnes dont elles ne sont plus amoureuses. Voilà, il y a quand même quelque chose, une attention, et on pourrait dire à partir du moment où il y a une attention, une considération, il y a aussi quelque chose de l'amour. Voilà. Et ce que je trouve très intéressant aussi dans chacun des personnages, c'est que c'est comme si chacun des personnages était amené à répéter ou à être retesté sur sa problématique ou sur son histoire, ou à quelque part revivre cette histoire, ou à être confronté à cet obstacle de nouveau, et comment il va le franchir, comment notre vie va être une sorte de succession de variations comme ça qui va nous éprouver à chaque fois. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Oui, mais je pense que ce qui est intéressant au cinéma, c'est de voir des personnages plus que des désirs qui ont des idées, et de voir combien ces idées. Alors, le mot idée est un peu large parce que parfois ça peut être une idée, voilà, après ça peut être un désir. Alors dans les films que j'ai mis, il y a Douglas Sirk, qui est pour moi un cinéaste qui compte énormément. Et je ne sais pas si j'ai mis Mirage de la vie. Mirage de la vie est vraiment, on va dire, un film qui le démontre par rapport. Ce sont des personnages qui ont quand même, pour l'ensemble, beaucoup d'attention les uns pour les autres, mais qui ont des rêves différents. Et qui ne cessent de se blesser parce qu'ils ont des rêves différents et ils ne comprennent pas que les autres ont d'autres rêves. Quoi, voilà. Et donc ça fait un film à la fois plein d'amour, mais aussi plein de meurtrissures. Enfin, et je crois que voilà, j'aime les récits, oui, où les personnages éprouvent des idées, des rêves, et évidemment se prennent épée dans le tapis, parce que c'est comme ça qu'il y a un récit. Oui, mais avance quand même. Oui, de toute façon, pour se prendre l'épée dans le tapis, il faut faire quelques pas, quoi. Voilà, faut avancer. Et après, retombe d'une certaine façon.
tu évoquais L'Art d'aimer. Je m'en souviens que quand les films étaient sortis, ça m'était venu en discutant justement avec des journalistes, où en fait chaque fois, un peu à l'issue des histoires, tous les personnages, quelque part, subissaient un peu un échec, mais un échec heureux. Voilà. Donc j'aimais bien cette idée. Donc, heureux parce que c'était aussi une comédie, un film léger. Et après, il y a cette idée de comment on veut terminer. Après, je pense que c'est l'ironie qui compte. Mais j'aime bien cette idée, oui, l'idée d'un échec pas trop malheureux par rapport. Voilà, après, si on fait un mélodrame, voilà, mais c'est très beau la fin de Chez les dernières de la vie, c'est un mélodrame. Et au fond, on va dire les deux personnages, enfin les deux mères réussissent, puisque je me souviens plus, il y a Lana Turner et sa gouvernante qui réussit elle réussit fabuleusement son enterrement. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui rend le film, on va dire, aussi fulgurant et toute la dimension raciale qui traverse le film, évidemment. Tout à fait. Ouais, à voir, impérativement. Je ne sais pas, j'ai une question qui me vient. Alors, préparez vos questions, je vais faire circuler le micro, évidemment. Mais là, je reviens sur 3 amis. Et est-ce que tu. Je te livre la question brute comme elle me vient. Mais est-ce que tu aimes chacun de tes personnages quand tu. C'est une question un peu bateau, mais quand tu les écris, est-ce que tu les vraiment je pense qu'on travaille à les aimer et à l'écriture. Disons que moi je me dis il faut que j'aime un personnage, au moins qui me fascine, au moins qui me. Alors après il y a des films que j'adore avec des personnages détestables, horribles si on regarde des thrillers, des choses comme ça, mais le comédien, il y a quelque chose de fascinant. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de fascinant. Tu sens que tu te mets en danger avec certains personnages que tu proposes. Là, par exemple, si on veut rester sur 3 amis, est-ce que tu sens que tu es dans une zone amoureusement dangereuse pour toi, ou que tu n'as pas encore exploré C'est-à-dire en danger C'est-à-dire, je sais pas, quand on prend le personnage d'Ignard, quand tu l'écris, est-ce que tu peux profondément l'épouser, quoi, en se disant, ou toi, tu te sens vraiment loin de ça et tu te dis, non, je comprends mieux, parce que le mot aimer est un peu vague. Oui, on plonge dans le personnage, c'est ça qui est réjouissant. Pourquoi je te pose cette question? Parce que j'ai envie de te poser une question sur Sarah Forestier, par exemple, qui est une sorte de pôle il y a quelque chose, c'est que lorsqu'on écrit un scénario, on se projette dans les personnages, et même en écrivant à 2, peut-être chacun va se projeter à l'autre, puisque même quand on écrit des dialogues, quelque part on joue le personnage. Et après, finalement, un scénario, c'est que des mots, c'est comme une pièce de théâtre, somme toute, c'est des dialogues, et on voit que voilà, une pièce de théâtre, une pièce du répertoire, elle peut être jouée de 1000 façons différentes. Donc il y a autant de Don Juan que d'acteurs qui vont jouer Don Juan. Et c'est vrai que une comédienne ne se plie pas à un rôle. Elle l'apporte, le rôle, elle le porte, elle incarne, voilà, chercher le mot. Elle incarne au sens, voilà, donc... et c'est ça qui est ludique. Si je refaisais le film avec d'autres comédiens, le film aurait d'autres couleurs. Peut-être que dans quelques centaines d'années, on ne fera plus que des films. Comme on fait au théâtre, il y aura peut-être une grande proportion de films qui seront comme des reprises. Alors, en même temps, si on réfléchit, la plupart des films sont des reprises. C'est peut-être pour ça qu'on demande à ce qu'on aime les films qui nous ont influencés et tout ça. Bon, tout ce qu'on invente dans un film, on l'a trouvé quelque part consciemment et surtout inconsciemment dans d'autres films. Je ne pense pas qu'il y ait tant de création, c'est l'association qu'on va faire des choses, le hasard du casting, le hasard un peu aussi de notre personnalité,
mais on ne fait aussi peut-être aussi que répéter un répertoire. Mais je me suis éloigné de... Non, non, pas du tout. Non, parce que tu m'amènes vers le choix des comédiens, vers le casting. C'est parce que ce film-là précisément, il existe très fort parce qu'il y a cette association-là. Et je pense que c'est pas une chose facile d'associer trois amis en plus. Ben, il y a toujours une part, je parle aussi d'un peu de chance. On choisit des comédiens, des comédiennes parce qu'on les aime, parce qu'on pense qu'il va se passer quelque chose. Mais on a peur, une fois qu'on a choisi, on se dit ah, est-ce que ça va être vraiment la bonne chose. Ensuite on travaille à ce que ça soit le bon choix. Mais c'est... Le casting est venu à l'écriture? Non, mais alors, dans la fabrication des films, c'est très difficile, surtout quand il y a autant de personnages, parce que les comédiens travaillent, parfois même beaucoup ou pas, puis ils ne sont pas forcément libres aux mêmes dates. Donc moi j'ai arrêté de penser à des comédiens. C'est plutôt, on prévoit de faire le film un peu dans une période donnée. Et on s'intéresse peut-être d'abord à un comédien, puis on voit qui est libre un peu en même temps. Et ça, on essaie de trouver une troupe disponible, au moins, on va dire, pendant 2 mois. Et déjà, ça limite le choix. Non, la rencontre avec un comédien, quelque chose qui est... Voilà, où il y a quelque chose d'un peu hasardeux. Mais c'est aussi ça qui est excitant. Hein. Et de ce hasard, on travaille voilà, on travaille avec ce choix sur lequel on n'est pas contraint, mais sur lequel on n'est pas... les choses ne sont pas claires. Les personnages, on les cherche, et on les cherche jusqu'au montage du film. Donc, et pourtant, les films sont très écrits. Oui, mais ce qui est écrit, ce sont ce qu'ils disent. Après, la façon dont ils vont le dire, le rythme de la scène, l'enchaînement avec autre chose. Un personnage, je le répète, c'est comme au théâtre, c'est des paroles et des actions principales, c'est tout. Et donc, voilà, ça peut être incarné d'une infinité de façons. Il y a plein d'autres questions. Bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment merci pour votre présence. Et je voulais savoir par rapport aux choses qu'on dit, aux choses qu'on fait, et à Chronique d'une liaison passagère, dans 3 amis, vous avez voulu insuffler, je sais pas, une nouvelle mise en scène, enfin une nouvelle contrainte, que ce soit dans le scénario ou la mise en scène, en termes de cinéma de nouveau. Alors, peut-être la première chose, c'était le ton, je crois, comme je l'expliquais. On est parti de cette ligne dramatique de Joanne, interprétée par Lydia Herr, qui était quand même très mélodramatique à la base. Et l'idée, c'était pour moi de composer un film, voilà, qui soit à la fois grave et léger, grosso modo. Et parfois, c'est le ton qui guide la couleur. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter sur une couleur et de passer... c'est ce qui explique aussi pourquoi, lorsque Lydia Herr rencontre Vincent Macaigne, en rêve en tout cas, après sa mort, il y a quelque chose d'assez doux et tendre. On fonctionne aussi par contraste. Il y a quelque chose d'assez musical, je pense, dans la façon de faire les choses. C'est que c'est un désir de variété, de mouvement, ou l'idée d'un ton général, mais qui est fait de mouvement. Et par rapport à la mise en scène, c'est pareil. C'est un rapport qui est lié au décor, au mouvement des comédiens dans le décor, mais aussi aux scènes qui sont avant, après, des rapports, on va dire, de contraste et de variété. Et qui, je dirais, sont
d'un côté intuitif, mais un côté, je pense, d'une façon un peu inconsciente, on porte un peu la tonalité quelque part du film. Et à la fois j'avais envie d'un film voilà, qui soit un peu grave, mais aussi un peu léger, je crois. Mais dans quelle hauteur, dans quelle... Voilà. Et puis, je tournais dans une ville que je ne connaissais pas, qui est nouvelle, qu'il a fallu visiter. Tu tournes le film à Lyon, c'est ça? À Lyon. Les 3 personnages sont profs. J'avais envie, voilà, pour écarter... j'avais pas envie qu'il y ait des rapports de classe qui se jouent entre les personnages, donc c'était une façon de mettre la question de côté. Je sais pas, il faut peut-être prévenir. Si vous voulez préciser après des choses plus précises. Vous voulez dire par rapport aux autres films? Non, tu as apporté des éléments que non? Oui, j'avais envie d'autre chose, un film avec beaucoup de récits. Voilà. Alors, chose que j'ai peut-être fait déjà un peu dans les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, mais j'avais plein d'histoires. J'avais envie de quelque chose aussi de très dense en termes de nombre de récits à l'intérieur d'un seul récit. Un peu l'idée d'une série en un seul épisode et qui fasse un film. Voilà. C'est des petites choses qu'on se dit dans la tête. Quoi. Encore une fois, préparer vos questions. Mais un autre élément qui est quand même pas, que je trouve pas du tout anodin dans ce film-là précisément, c'est quand même la façon dont tu déploies presque la notion d'amitié. C'est-à-dire que même si elle apparaît dans tes amoureuses ou des degrés comme ça d'amitié qui sont pas ambigus, mais disons qui sont des degrés d'intensité d'une relation amoureuse, quoi. Et là, c'est vraiment un triangle de 3 vrais amis avec des questions de trahison qui se posent pas tant que ça, alors qu'on pourrait. Moi, ça m'a interrogé aussi, le personnage de Rebecca qui couche avec le mari de sa meilleure amie. Voilà, on pourrait dire que ça entame l'idée qu'on pourrait avoir d'une amitié. Là, non. Là, non, c'est quand même quelque chose qui reste... on a toujours un peu peur de la révélation, ça reste une ligne de tension, mais en même temps, il n'y a rien qui est vraiment mis... les amitiés ne sont pas mises en danger tout au long du film. Et je trouve que ça, il y a un vrai... je sais pas que c'est un vrai apport, mais c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, ou une nouvelle possibilité. Je sais pas si c'est une possibilité des relations humaines dans le cinéma d'Emmanuel Mouret, mais il y a quelque chose un peu de nouveau. Et puis le titre, c'est 3 amis, tout simplement. Oui, et après, justement, en fait, c'est au niveau de l'amitié qu'il ne se passe quelque part pas grand-chose. Et donc, je dirais finalement, il n'y a pas tant d'enjeux d'amitié que ça, puisque justement, il y a quelque chose qui, sur la ligne, est préservé. Et c'est quelque chose. Mais je ne sais pas, je n'ai pas l'impression, moi-même en tout cas, d'avoir un discours autour d'amitié ou dit quelque chose autour d'amitié. Elles sont amies et c'est tout. Voilà. Alors, ça n'empêche rien. Le personnage évidemment de Sarah Forestier a un conflit d'honnêteté pour le coup assez important mais voilà, c'est résolu. Voilà, et ça se résout un peu malgré elle, et elle reprend aussi, elle s'en tire vers le haut, mais disons que les intrigues ne dérapent jamais dans ces relations-là. Non, justement, il y a une sorte... c'est une sorte de structure, de squelette comme ça, de scénario qui permet à tout le reste d'être dans du mouvement, presque parfois dans du chaos, mais ça, c'est solide. Oui. Ouais. Mais c'est justement, il ne se passe rien. Mais je trouve ça... Mais c'est pas rien, c'est quand même pas rien, Non, mais ce que je trouve intéressant, c'était là où il se passait beaucoup de choses dans leur vie, peut-être amoureuse, sentimentale, tout ça. Leur amitié est changée du début à la fin. Même si, en effet, on sent poindre le risque
d'une explosion qui finalement n'arrive pas. Voilà. Mais c'est ce contraste-là qui, quelque part, qui m'amusait. Oui. Bonsoir. Merci de venir nous visiter. Justement, pour rebondir là-dessus, ce que je trouve très intéressant, c'est dans le rapport à la culpabilité, dans votre dernier film, justement que Sarah Forestier, le personnage, ne se sent pas tant coupable, et qu'au fond, la culpabilité ne se situe jamais forcément là où on croirait qu'elle pourrait être. Je trouve qu'il y a ça qui est très intéressant entre le personnage d'India et le personnage de Sarah. Oui. Donc il y a cette culpabilité un peu sociale où on dira elle devrait se sentir coupable. Et en fait, la vraie culpabilité d'India R avec le décès de son compagnon et de ne pas être honnête, je trouve que c'est beaucoup plus profond. Enfin, c'est justement en tant que spectateur que là vous nous forcez à réfléchir un peu avec ces deux situations. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ce qui était intéressant, je pense à l'écriture, c'est de montrer que aussi les personnages ne mettent pas les scrupules au même endroit. Voilà. Et que la culpabilité, elle est toujours liée à une idée du scrupule, une idée de l'honnêteté. Et on le voit dès le début où Camille Cotin pourrait de mentir quelque part à son compagnon qui est très amoureux d'elle. C'est le contraire, c'est être justement, c'est bien faire. C'est un scrupule pour bien faire. Voilà. Pour l'autre, c'est et c'est en ça que je dis que quelque part, voilà, les idées peuvent provoquer des scrupules, des attentions et tout ça, mais ils ne sont pas les mêmes. Voilà, ils se placent à différents endroits. Voilà, on trouvait ça assez ludique. Oui, et très profond, je pense. Peut-être profond parce que ça correspond à cette chose cruelle qui est que dans toute relation, nos points de scrupule ne sont pas forcément les mêmes. Et donc on peut se sentir tantôt trahi, tantôt choqué, parce que l'autre n'a pas le même point. Voilà, et c'est quelque chose qui m'intéresse dans mes films, mais aussi dans d'autres films au cinéma, c'est de montrer avoir des personnages qui ont des scrupules, qui veulent bien faire les choses, qui sont attentifs aux autres, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et c'est d'autant plus cruel que malgré toute leur attention, ça ne suffit pas à ce qu'il n'y ait pas cruauté, souffrance. Voilà. Et donc, peut-être en effet, ces différents points de scrupule voilà, reflètent quelque chose dans lequel on peut se reconnaître dans nos relations. Et si je peux me permettre, pour revenir à... Moi, je vois vos films depuis le tout premier jusqu'au dernier. Donc, j'ai été très touchée parce que justement, vous venez de parler de Sœur. Je trouve que effectivement, pour moi, La Bascule, ça a été le film que vous avez fait avec Joe Star, qui n'a pas eu tellement de succès, mais que j'ai trouvé très très beau, très fort. Et Une autre vie. Voilà, et où il y a quelque chose d'une dramatisation, je trouve, qui est arrivée dans votre façon de faire du cinéma, mais drame au sens justement du drame à la sœur, enfin tous ces... Et où vraiment vous attachez à montrer le mouvement. Vous parliez d'épreuve, enfin le mouvement intime. Et j'ai eu un peu une réponse grâce à une interview que j'ai vue de vous. J'ai trouvé l'usage de la musique de plus en plus exceptionnel dans vos films, à partir de ce film-là. Où vraiment, je trouve que vous arrivez à faire que la musique... et l'image, bien sûr, on est au cinéma, apporte quelque chose de pouvoir ressentir l'émotion au sens de ce qui bouge à l'intérieur du personnage. Oui, tout même le mot mélodrame, puisque voilà, il y a quelque chose de musical dans les drames. Et c'est vrai que en faisant Une autre vie, j'avais
très en tête, notamment John Stahl et Douglas Hurd. Quoi. Mais je pense que je suis tiraillé à la fois par un goût pour le mélodrame et par un goût aussi pour la comédie, et voire la comédie gaguesque. Quoi. Donc, Mais par contre, il y a une constante, c'est que dans un couple, on est toujours trois. on est toujours trois parce que on est toujours dans un contexte, il y a toujours un ailleurs, il y a toujours le monde autour. Et même s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est intervenu dans le truc, il y a le monde autour. Donc oui, ou même les idées, ou même la littérature et le cinéma, voilà. Donc oui, on n'est jamais que deux. Pas besoin de... Oui, non, parce que dans le film avec Joey Starr, il y a vraiment ce triangle-là avec Virginie Ledoyen, Jasmine Trinka, et en plus ce conflit de classe qui est très présent. Et là, dans Trois amis, évidemment, même si c'est deux amis, il y a toujours un triangle comme ça, ou toujours un troisième, quoi, où on vient compléter, on est le troisième du couple. Quoi. Il y a le désir, l'amour et le désir circulent. Il y a toujours quelque chose d'intranquille. Voilà. Mais c'est le. Dans l'amour. Oui, mais c'est le propre, j'allais dire, du cinéma. Je pense que le sujet du cinéma, c'est ce qui est complexe, et c'est le mouvement. C'est le mouvement, ça veut dire que c'est une situation qui amène des dilemmes, des choix et des conséquences. Donc, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas récit. Après, c'est pour ça que moi, je me sers... bon, c'est après qu'on va me dire, oui, vous faites des films, vous parlez de l'amour, mais au départ, c'est vraiment des situations qui m'intéressent. Et je pense que tous les cinéastes que vous avez dans vos réunions partent d'obsessions et de situations dans lesquelles quelque chose résonne et après sur lequel en effet on peut faire des commentaires, on peut en parler, mais on ne part pas des commentaires pour créer les situations et voilà, sinon les choses seraient fermées. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire de créer formellement quelque chose qui résonne et dans lequel chaque spectateur peut convoquer son intimité, ses projections comme, et ses questions. J'aime bien cette idée, voilà, qu'on est là pour se questionner. Enfin, chez les cinéastes qui m'ont donné envie de faire du cinéma, c'est ce plaisir de se questionner, de renverser les choses, de les regarder sous un autre angle. C'est un des grands plaisirs, autant de la lecture que du cinéma, que d'un coup de retourner les choses, voilà, de les voir autrement. Et dans le film, encore une fois, je sais plus sur la dernière partie, mais je ne sais plus quel personnage choisit. J'ai toujours un questionnement sur les personnages qui choisissent, qui se disent je choisis d'aimer cette personne, ou je choisis. Et alors je ne sais pas si c'est sur le dernier ou sur les précédents, et ça me questionne toujours énormément. Est-ce qu'on choisit vraiment, ou est-ce qu'on valide quelque chose qui est plus fort que nous, ou je sais pas, un désir qui est déjà là, ou c'est mon choix. Et là, j'ai oublié. Voilà, non, vous évoquez une question qui est passionnante, mais qui me demeure une question. À partir de, oui, à quel moment, voilà, il y a sentiment ou volonté, et les deux, voilà, c'est La Rochefoucauld. On ne tomberait jamais amoureux si on n'a jamais entendu parler d'amour. Bon, sauf qu'on entend parler d'amour depuis qu'on est bébé, donc c'est difficile, voilà. Mais, et après, il y a une envie d'être amoureux avant même l'effet d'une rencontre. Enfin, donc,
et c'est ça qui est très excitant, qui est très vertigineux. Et c'est ce vertige-là qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de répondre à est-ce qu'il y a choix ou est-ce qu'il y a évidence. C'est quand les films nous mettent en présence de ce vertige et qu'on soit dans quelque chose qui demeure un peu indécidable. Question. Moi, j'avais juste une Ouais, question. bien sûr. Deux questions en fait. Ouais. La première, vous parliez d'obsession. Je trouve que votre cinéma est très littéraire et j'aurais aimé savoir, parce qu'à un moment donné on aperçoit Proust, je voulais savoir s'il y avait une espèce d'influence proustienne dans ce film-là particulièrement. Et la deuxième question, c'est votre travail avec les comédiens, parce que je trouve qu'il y a des scènes, des plans séquences qui sont très virtuoses et j'aurais aimé savoir comment était la préparation, sur combien de temps se préparait le tournage. Et si c'était storyboardé par exemple. Alors, non, il n'y a pas une influence de Proust, c'est Carmen qui lisait Proust et qui lisait beaucoup de passages. Donc, du coup, il y avait. Voilà, mais ça correspond, on va dire, à un moment après. Il me semble que Proust parle tellement justement de l'art de l'écriture et tout ça que il pourrait être convoqué voilà, à bien des égards. Sur la deuxième question, sur la mise en scène, la mise en scène, c'est... il n'y a pas de temps de préparation. Je tourne des films, c'est des petits moyens budget, on va dire, des films mais en général, on ne peut pas répéter dans les décors. On ne peut répéter que le jour du tournage. On ne peut pas avoir les comédiens avant, on ne peut pas avoir l'équipe, on ne peut pas avoir les travelling, on peut pas avoir donc le découpage, il se réfléchit à l'avance, mais je ne veux pas l'enfermer parce qu'il faut aussi voir les comédiens. Donc le découpage, il se fait surtout en fonction des comédiens, du choix des décors, évidemment, et de la scène à jouer. Et depuis maintenant quelques années, je privilégie, par une sorte de forme de plaisir, le plan séquence. À la fois parce que j'ai la chance de tourner avec des comédiens qui s'y prêtent volontiers, et parce que je crois que chez un certain nombre de spectateurs, il y a ce goût, mais parfois inconscient, ils ne se rendent même pas compte d'un plan séquence, mais de sentir le jeu dans sa longueur. Et aussi pour échapper au chant contre chant. J'ai rien contre chant contre chant, mais c'est tellement, on va dire, monnaie courante et aussi parfois un peu lassant à tourner que le fait de se dire on va faire un plan séquence nous force à, grosso modo, à avoir des idées et des idées autres. Donc, si mes personnages se déplacent beaucoup, c'est parce que si les personnages restent assis, on ne peut plus faire trop de mouvements. Ce qui est intéressant dans un plan séquence, c'est d'avoir le personnage en même plan, on l'a de près, de loin, de face, de dos, dans le champ, hors champ, voilà. Et grosso modo, de pouvoir avoir plein de facettes et en même temps qui nous échappent. Et surtout qui nous échappent. Parce que on a le plan séquence permet de jouer avec le désir du spectateur, c'est-à-dire quand un personnage dit quelque chose, il y a un réflexe inconscient où on veut voir vite son visage et son regard pour s'assurer que ça correspond. Et si le personnage est mobile, bouge, tout ça, disparaît, réapparaît, on est alors après ça peut savoir maintenant, après il y a aussi bon bref, mais le chant contre chant permet en tout cas d'être plus actif en tant que spectateur. Voilà. Et peut-être encore un point, c'est qu'il y a un plaisir cinétique. Ça veut dire qu'il y a un fond qui se fait plus mobile, il y a des idées à voir, voilà, il y a un pur plaisir cinétique, je pense
au plan séquence, qui est voilà, de trouver des mouvements, qui est de trouver des temps. Et ça, ça se fait avec les comédiens. En fait, si on tourne un plan séquence sur une scène, en admettant qu'on ait une demi-journée pour la tourner, il y a plusieurs possibilités. Soit on fait des champs contre champs, on fait un plan large, un plan moyen, et des champs contre champs. Si on se lance dans un plan séquence, on ne pourra pas faire tout ça. Donc on va faire qu'un plan séquence, peut-être parfois un contre-champ pour avoir peut-être passé d'une prise à l'autre et tout ça, mais on va donc voilà. Donc du coup on va beaucoup répéter avec les comédiens pour trouver, on va dire, le déroulé, le cadre, parce qu'en fait le plan séquence se joue énormément avec le cadre, voilà, pour trouver le cadre. Et voilà. Et donc après il y a quelque chose qui fait un peu peur parce que est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on aura le temps et tout ça, voilà. Et c'est un régal pour le spectateur parce que du coup c'est une virtuosité comme ça quand vous montriez tout à l'heure une scène où ils bougent, comme vous disiez ils sont cachés, il se passe plein de choses et c'est vrai qu'on est très actif en fait dans l'histoire et c'est et il se produit quelque chose en faisant ça, en créant ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas quelque chose qui est forcément significatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un désir, il va là parce que là je veux dire ça et ça. Il se produit dans ce mouvement, dans un déplacement, des effets qui aussi nous débordent, alors qu'on ressent parfois en le mettant en place et qui nous plaisent, mais qui évitent quelque chose, qui évite, je vais dire, le surlignage, parce que c'est ce qui est souvent voilà, alors parfois il faut aller dans le sens de l'effet, mais parfois il y a, je pense que les dialogues des films nous racontent beaucoup de choses. Donc il ne s'agit pas aussi de surligner, et il s'agit de laisser de la place au spectateur pour l'imaginer. C'était Jean-Luc Omoli qui avait cette phrase qui disait: le cinéma, c'est pas tout montrer. Parce qu'à partir du moment où on montre tout, il n'y a plus de place pour le spectateur à pouvoir investir sa propre intimité. À partir du moment, il disait: le cinéma, c'est dans le hors-champ, dans les ellipses, et dans ce qu'on ne voit pas derrière le regard des personnages. Parce que là, comme on ne peut pas voir, nous tous spectateurs, on est obligé d'imaginer. Et on va imaginer avec quoi? Avec son propre ressenti, sa propre intimité. Et c'est comme ça qu'on peut imaginer que les films se font. Cette forme d'entrelacement avec son intimité est quelque chose qui nous est donné. Ah, c'est plus donné, c'est moi qui donne, et quelque chose est donné. Et voilà. Voilà, je trouve que c'est une jolie image et donc c'est pour ça qu'il faut attention à pas tout montrer. Voilà. Tu travailles toujours avec le même chef opérateur Je travaille avec Laurent Desmet, oui. le même chef opérateur. Là, on a travaillé encore en local, je crois qu'il date des années 30. Parce qu'aujourd'hui, les caméras sont tellement définies qu'il aime, on va dire, à la fois des caméras qui adoucissent beaucoup sur les visages, qui enlèvent cette très grande définition et qui ont voilà, une sorte de matière, une façon de réfracter la lumière qui est particulière. Alors, si tu veux bien, on va passer un court extrait de la scène où Yair retrouve Vincent Laquenne qui il vient la visiter. Donc aussi il y a un travail particulier aussi sur la lumière. Tu es d'accord avec cet extrait? Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais oui, allons-y. Ah, on y va? Je ne sais pas comment... Ouais, moi alors. Voilà, c'était l'exemple contraire de la vraie scène de champ contre champ. Mais bon, c'est très bien comme ça. C'est parfait contre-exemple. C'est vrai. Non, moi j'aime beaucoup cette scène parce que c'est le pôle qui est un peu le plus tragique du film, mais en même temps que je trouve très, pour utiliser un mot à la mode, très résilient, dans le sens où c'est comme si nos histoires nous habitaient tout le temps, et il y a quelque chose que je trouve assez... ça dit et quelque chose de très doux, ça dit quelque chose du manque, et en même temps, ça dit comment on est habité par toutes nos histoires
comme ça, et je trouvais ça assez, tout simplement assez beau. Ouais. Non, non, mais pour moi, non, c'est une scène très importante et dont je suis assez heureux. Et c'est grâce à Vincent et Lydia. Et, Comment alors, sur le tournage, comment ouais, alors, et Benjamin Ezrafo aussi, parce que la scène fonctionne beaucoup par la musique, La musique, qui fonctionne tout le long. Et le travail de Benjamin Ezrafo est à ce point, enfin, je trouve remarquable. Qui a fait la musique Qui a fait la musique du film. Alors il y a de la musique, on va dire, qui est déjà une musique existante, mais il a composé une bonne partie de la musique du film. Oui, bah, il y a quand même de l'onirique. Bah, c'est quelque chose d'un peu nouveau dans ton cinéma aussi, ça. Là, c'est une scène de fantôme, donc oui, c'est très nouveau et en même temps très vieux comme le cinéma, puisque je me suis rendu compte que s'il y avait autant de fantômes dans le cinéma, c'est que ça correspond en fait à une, pour aller dans ce que tu disais, à une véritable aussi réalité psychologique, c'est que on continue à discuter avec les personnes qui sont disparues. De toute façon, même avec celles qui ne sont pas disparues, on continue à discuter, mais en tout cas, on continue à discuter avec les hommes. Donc je pense si la scène est entre guillemets assez touchante, c'est aussi parce que ça correspond à quelque chose qu'on éprouve nous-mêmes à l'égard. Et voilà, ce sorte de dialogue. Ouais, et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment aussi, dans ce dialogue-là, une évolution des personnages. C'est-à-dire que c'est énormément de tendresse de la part d'un Vincent Macken qui a fait une sorte de paix comme ça. Mais tu le disais précédemment, du personnage d'India R, qui n'aime plus, mais qui aime différemment, c'est-à-dire qui est vraiment dans le manque aussi de cette histoire-là qu'il a construite, et je trouve que c'est assez beau, d'un côté et de l'autre. Là, pour le coup, il y a un choix de cinéaste de raconter une histoire aussi qui se prolonge, qui est apaisée, et qui s'apaise après la mort, mais tout à fait. Et la scène fonctionne en contraste avec tout ce qu'on avait vu auparavant. Tout à fait. Et qui n'est pas du tout, là, dans ce film-là, contrairement à Madame de Jonquière, il n'y a pas du tout une question de vengeance ou de vouloir... Ce qui existe aussi dans les triangles amoureux, la clos, les eaux dangereuses, et c'est presque hors sujet dans ton film. Mais on pourrait faire, c'est peut-être un prochain projet de quelqu'un qui meurt, qui se vengeance. Enfin, mais ça doit exister en cinéma. Ça a déjà été fait pour Monte Cristo. Voilà. Non, mais qui se venge post-mortem, c'est un fantôme qui revient se venger. Je suis sûr que ça existe. Ah oui, voilà, tout à fait. T'as dit le Christ? Donc Ghost. Ghost, ouais. Pardon. Donc, de toute façon, il faut reprendre des histoires et les refaire. C'est pas parce que ça a été fait qu'il ne faut pas les refaire. Exactement. Avec des Moore, pourquoi pas. L'idée a déjà été prise. Dernière question, si on a, ou on passe à la dédicace, tout simplement. Oui, allez. Pour toi, amis, vous êtes parti d'une situation, d'une scène que vous avez vue? Alors, non, la situation, c'est vraiment cette situation qu'on évoquait tout à l'heure. Je trouve ça intéressant, la situation d'une femme qui, par souci d'honnêteté, voilà, qui passe au cinéma, préfère se séparer de son compagnon, voilà, dont elle se sent davantage aimée qu'elle n'aime elle-même, et que les conséquences soient en tout cas dramatiques pour le compagnon et dramatiques pour elle, et au point qu'elle ne sait plus justement, elle n'arrive plus à s'engager, de peur de faire du mal. Voilà. Au départ vraiment c'était assez tragique. Et les récits à côté sont venus après. Et les récits après sont venus un peu en contrepoint. Voilà, je trouvais ça intéressant que sa meilleure amie, elle, mais de mentir à son compagnon, soit au contraire une certaine forme d'attention. Voilà, et elle dit, mais voilà, je sais qu'il m'aime plus, mais voilà. Et puis que pour elle, l'amour, voilà, c'est l'enfer, quoi. Elle est bien dans sa relation parce qu'être amoureuse, pour elle, c'est voilà,
c'est être jaloux, c'est souffrir et tout ça. Et donc elle est très bien. Voilà, et ce qui permettait ensuite le contrepoint où plus tard elle devient amoureuse, mais par un autre, par un autre chemin. Donc c'est de partir des idées des personnages et de voir comment aussi les personnages sont pris à leur piège. Est-ce que tu veux nous parler de ton prochain film, des projets? Pas du tout. Pas vraiment. En général, j'en Non, prépare je suis un pas. peu embarrassé. Je vais juste révéler peut-être 2-3 éléments, quoi. Maintenant, le prochain, il y a un meurtre. Je suis désolé. Je suis désolé, donc Oui, là. vous allez... D'accord. Mais c'est ton Non, mais il y a un meurtre... enfin, c'est pas un au meurtre. premier quart de C'est film. pas un meurtre d'oiseau, de chaton. Non, il y a quelqu'un qui tue quelqu'un. D'accord. Voilà. Un chaton, c'est quelqu'un. On y prend goût en fait. Pardon? On y prend goût. Ben là, il y avait un mort, c'était un accident de voiture, maintenant on va... Voilà. Mais non, mais voilà. Ça m'inquiète beaucoup, mais... Mais c'est emmené au stade de l'écriture? Non. Ah, d'accord, ok. On a travaillé à nouveau tous les deux ensemble, et voilà. Et, Ça se tournera en France. ça se tournera aux États-Unis avec Demi Moore. Voilà. non, ça se tournera en France, voilà. Et... D'accord. Eh ben, par exemple, juste une question farfelue, tourner à l'étranger, c'est quelque chose qui t'a été proposé ou qui était totalement... Non, alors, moi déjà, alors, il y a plusieurs choses. Il y a, comme vous l'avez évoqué, pas mal de dialogues, ce sont des personnages qui échangent. Alors, je serais mal à l'aise dans une langue qui est pas la mienne. Après, si c'est en français, c'est soit des Français qui vivent à l'étranger ou qui sont en vacances, et puis là, ça demande après des budgets voilà, avec lesquels voilà. Ou alors on ferait faire un film à tout petit budget et partir avec une mini-équipe pour le faire. Mais dans l'idée, ça me plairait, mais Dans la c'est pas, réalité. c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Alors, on a parlé, je t'ai fait sélectionner quelques films, il y a déjà pas mal de films dont tu as parlé, le film de Douglas Sirk, je sais pas si tu as parlé de Woody Allen, on a parlé de Romer, voilà. Tous les films sont sur la table, et puis nous on les mettra sur le site internet pour que, voilà, pour les faire partager, et ça nous donne plein de portes, plein d'idées, plein d'envies, et tout ça. Donc merci pour tout ça. Merci à toi Emmanuel. Merci. Merci les amis. Merci. Petite dédicace vous pouvez acheter le DVD ou le Blu-ray de Trois Amis, on a les combinaisons passagères et les choses qu'on dit, qu'Emmanuel pourra vous dédicacer.